Car culture, c'est parti. Go. Là, faut remonter, hein, parce que j'ai 15 ans d'automoto dans la tête là. Donc... Ouais. Écoute, il y en a une juste derrière moi, ça reste toujours la C-Cobra. Parce que j'adore Carroll Shelby, j'adore son histoire, c'est une voiture de dingue, c'est un châssis anglais marié avec un V8 américain. J'ai eu l'occasion d'en conduire quelques-unes et ouais, la Cobra, encore et toujours. Oh yeah! Alors, la bagnole qui m'a fait rêver quand j'étais petit, et j'ai eu la chance de monter dedans parce que mon papa vendait des voitures, c'est une Lamborghini Countach blanche. Peut-être la première supercar dans laquelle je suis monté. Et c'est marrant parce que j'en ai conduit il n'y a pas très longtemps pour l'émission et j'ai retrouvé cette sensation de voiture aussi incroyable à regarder qu'horrible à conduire en fait. Parce que tu vois rien, parce qu'il fait chaud, mais ça reste quand même une voiture de dingue. Donc ouais, la Lamborghini Countach. Alors moi j'ai jamais eu de voiture de parents quand j'étais gamin parce que mon père encore une fois vendait des bagnoles donc on n'avait jamais la même voiture. Mais je veux dire que mes premiers souvenirs en bagnole c'était des souvenirs en Alfa Romeo parce que mon père a longtemps été concessionnaire Alfa Romeo à Cannes. Donc je dirais ouais Alfa Sud, Sprint, GTV, toute cette période là. Ouais. Il n'y a pas de panne en Alfa, c'est des conneries ça. Oh là là. Ah, il y en a eu un paquet. Bon, il y a eu cette fameuse Countach, il avait une Lotus Esprit Turbo noire et je me rappelle on passait en dessous des barrières de parking et de péage avec cette bagnole qui m'a vraiment marqué. Il y a une dame d'un certain âge qui était rentrée dans son garage, qui devait bien avoir 70 ans à l'époque et qui lui avait dit « je veux la voiture de Magnum ». Voilà. Donc une 308 de chez Féfé et mon père, je crois qu'il lui a fallu 2-3 semaines pour en trouver une et la mémé est repartie avec sa Ferrari. Donc ouais, je dirais dans l'ordre Countach, Lotus Esprit Turbo et une 308. Tiens, on va rester chez Ferrari, c'est la 296 GTB que j'ai essayé il n'y a pas très longtemps pour l'émission et c'est une voiture de dingue. Partie d'une contrainte, hein, puisque Ferrari a ressorti des cartons à V6 hybride, évidemment pour des raisons de pollution et de consommation et la voiture est juste exceptionnelle. Ça fait très longtemps que je n'avais pas autant vibré avec une Ferrari, je pense que ça date de la 458 Aperta, la Speciale Aperta qui était juste dingue et là vraiment la 296 GTB c'est une voiture de ouf. C'est incroyable, il y a tout. Ils ont vraiment réussi à bosser le son du V6 qui ressemble un petit peu à un V12 moins métallique, un peu plus caverneux. La voiture est dingue, on a tourné au circuit de Monteblocco à Séville. Tu es à 5-6 tours, tu es au taquet, puis on met plein la tête à la bagnole. Tu appuies sur un bouton, tu es en électrique. Par les temps qui courent, ils n'ont pas le choix, mais ils ont fait une voiture de dingue. Je pense que Ferrari peut vraiment enlever la F8 du catalogue, hein, c'est terminé. Alors, j'ai pas de voiture au quotidien parce que dans cette magnifique ville de Paris qui est devenue un embouteillage géant, je suis en scooter maintenant. Ça fait 15 ans que je suis en scooter dans Paris. J'ai complètement laissé tomber la voiture. C'est avec une Jaguar type E, type Lightweight, avec laquelle j'ai fait le Mans Classique il y a quelques années. Et c'est une voiture que j'ai pas pu conduire en fait avant le début de l'épreuve. Et je me retrouve à 23h, sous la pluie, en pré-grille, sur le circuit du Mans. Donc on parle du grand circuit du Mans, hein, avec une Audière et tout. Je suis dans cette voiture qui était un pote à moi, un gentleman driver, qui me l'avait gentiment prêté. Donc j'avais jamais conduit sur le grand circuit, évidemment, surtout pas avec une type E. Hein. En fait, je me suis fait une frayeur tout seul dans la bagnole en me disant, est-ce que j'y vais ? Est-ce que je fais pas n'importe quoi à partir avec cette voiture que j'ai jamais conduite sur le grand circuit du Mans. Évidemment, il y a un peu des gouttes qui tombent sur le pare-brise, hein, parce qu'autrement, c'est pas rigolo. Et là, je me suis fait une frayeur tout seul, en fait. Je suis à l'arrêt dans la voiture, j'ai des Cobra, des GT40, des Porsche autour de moi, là, qui attendent gentiment. Et là, je me suis dit, je peux pas y aller, je vais faire une grosse connerie. Et évidemment, on se dit que c'est peut-être la seule fois où on pourra faire ça. Donc je rentre, on passe devant les stands, on monte évidemment au niveau du Dunlop, puis là, tu prends une Audière et t'as tout oublié. Hein. Mais t'y vas. Donc c'était une grosse frayeur, mais à l'arrêt dans une type E. Alors la première voiture que j'ai eue après mon permis, c'est mon père qui me l'a achetée, c'était une Abarth A112, pour une raison obscure, je n'ai pas pensé à lui demander, malheureusement il est parti maintenant, que j'ai gardé 3 mois, parce que je faisais tellement n'importe quoi avec que mon père me l'a confisqué au bout de 3 mois, et je me suis retrouvé avec une Super 5 coup de cœur, qui était une marque de caleçon à l'époque dans les années 90, et c'était la honte totale. Mais non, la Abarth A112, c'était ma première voiture, et j'en ai racheté une depuis,
parce que j'avais un sentiment d'aventure pas finie avec cette voiture, donc Abarth A112, ouais. Toujours aussi fun à conduire, toujours aussi italien, hein, ouais, c'est une super voiture à conduire. C'est pas aussi dynamique qu'une Mini qui était à l'époque son adversaire, mais c'est une super bagnole. Toutes. De toute façon, tu peux pas rouler hein, dans Paris, donc non, je crois que si, peut-être une Citroën Ami, d'ailleurs qui n'est même pas une voiture, hein, parce qu'elle n'est pas homologuée comme bagnole, mais peut-être ça, parce que quelle que soit la voiture, de toute façon, même une bagnole électrique, ça ne va pas te faire aller plus vite dans les embouteillages, ça ne va pas te faire garer plus facilement, que cette ville soit interdite aux voitures une bonne fois pour toutes, on n'en parlera plus comme ça. Plutôt une petite voiture, si vraiment j'étais en no limite, je pense que je roulerais en 911. C'est bien une 911. Ouais. Il dépend du contexte et de l'histoire. La première qui me vient, c'est évidemment la Singer, hein, c'est les fameuses 911 préparées par Singer, ce préparateur en Californie, parce que j'ai mis 1 an et demi à les convaincre de bosser avec nous pour qu'ils nous trouvent une voiture qui était la voiture d'un client qui était dans le Connecticut. En fait, ça m'a marqué parce que quand j'ai pris le volant de cette voiture, vraiment avant de la tester pour la première fois, je me suis dit, ça fait 1 an et demi qu'on bosse dessus, on a réussi à l'avoir et là je me suis dit si finalement tout ce hype qu'il y a autour de la Singer, c'était une espèce de hype Instagram hein, comme il y en a beaucoup et si je me suis dit non mais si c'est un saucisson la bagnole quoi, ça ferait chier quoi. Et en fait j'ai pris la bagnole et c'était juste extraordinaire. Tout ce qu'on peut aimer hein, dans les anciennes Porsche refroidies par air, Singer l'a mis dans ces voitures là. Et je dirais ça parce que c'est aussi peut-être le sujet dont on parle le plus en fait de tout ce que j'ai pu faire dans Automoto. Ouais, je dirais la Singer quand même. Franchement aujourd'hui, et je dis pas ça, c'est pas de la langue de bois, mais il n'y a pas de mauvaise voiture aujourd'hui, en étant tout à fait honnête, parce que toutes les voitures que tu vas acheter aujourd'hui sont des voitures qui vont t'offrir le minimum de sécurité dont tu as besoin. Elles vont t'emmener d'un point A à un point B dans de bonnes conditions. Donc en fait, c'est vraiment plus des feelings, un feeling qu'on peut avoir avec les voitures. Donc il n'y a pas de pire souvenir parce qu'il n'y a pas de mauvaise voiture aujourd'hui. Il y a juste des voitures que tu préfères à d'autres, mais c'est pas parce que moi j'aime des bagnoles qu'elles vont être meilleures que d'autres en fait, c'est juste des avis très personnels. Bon, je sais pas, nous on a essayé l'Aston Martin, le DBX 707, la voiture est extraordinaire, il y a de la puissance, il y a de la gueule, t'es bien installé. Moi ça me parle pas forcément, mais ça reste une super bagnole. Si je prends une voiture pour tomber un record de vitesse, en toute sécurité, j'irai vers une Bugatti. J'ai eu la chance de conduire la Chiron au Castellet. Les gens de chez Bugatti m'avaient dit « Fais attention, freine bien au niveau de la passerelle parce que tu vas voir, ça arrive très vite. » Et évidemment, je n'ai pas freiné au niveau de la passerelle parce que j'étais en train de parler aux caméras et ça arrive effectivement très vite. Et c'est ça qui est très impressionnant dans une Bugatti, dans une Chiron, c'est en fait cette maîtrise de la puissance et de la vitesse qui est complètement dingue. C'est-à-dire avec n'importe quelle autre voiture, tu es à 300 km/h et au-delà, tu as tout qui vibre, tu as tout qui fait du bruit. Dans une Chiron, tu es en cabine business, quoi. C'est un truc de dingue. Donc ouais, je dirais la Chiron. Et on en a fait gagner plus de 80 voitures dans Automoto. Franchement, au tout début, hein, quand on était aux prémices des jeux, hein, enfin, quand on a commencé à faire gagner des voitures, on était plus dans l'esprit un peu tuning, dubstyle. Et je me rappelle, on avait fait gagner un Plymouth Prowler qu'on avait fait décorer avec des flammes. Bon, la voiture était lunaire, hein, le Prowler était lunaire. Donc il y a eu le Plymouth Prowler et on a fait gagner aussi à l'époque une réplique d'AC Cobra, c'est une AC Cobra backdraft et je me rappelle, la voiture, le moteur est arrivé dans une caisse et en fait on a monté la voiture sur le circuit de Haute-Saintonge chez le frère d'Anthony Beltoise, Julien, et après on a conduit comme des ânes avec cette voiture sur circuit avec Anthony. Donc franchement, je pense que le Prowler en mode dubstyle et la Cobra backdraft, c'était quand même des trucs de dingue. Je vais faire une remarque très générale. Je reste surpris, encore une fois, parce que j'en sors là, on a fait une émission il n'y a pas très longtemps, par l'efficacité et la façon dont Porsche arrive à améliorer systématiquement sa 911. C'est un truc de dingue. On a fait une émission RS où j'ai conduit une 2 litres 7 RS, une 964, une 993. Et à chaque fois que tu conduis une 911, que tu partes des premières jusqu'aux dernières, c'est une espèce de kiff absolu. Tout est en place, tout marche. Et je pense que dans la durée, comme ça, c'est vraiment une bagnole que Porsche arrive systématiquement à améliorer et qui reste quand même encore et toujours la référence. Donc
Dans la durée, je dirais une Porsche 911. Alors Youngtimer, quelle année? Parce que c'est quoi un Youngtimer aujourd'hui? Quand tu vois le prix des Youngtimers des années 80, pour moi c'est des voitures de collection maintenant. 80, 90, 2000. Entre 80 et 2000, une EB110 c'est pas mal. Une EB110 c'est pas mal. Oh, t'as certains cabriolets, hein, avec les mecs qui ont le coude au volant l'été comme ça. Ou alors les bagnoles là, qui roulent sur la voie centrale, sur autoroute, là. Ça, c'est pas mal aussi. Je crois que vraiment, les pires bagnoles, c'est un peu comme les pitbulls. Tu sais, c'est pas le chien, hein, c'est le maître. Hein. Donc je pense que c'est plus lié au conducteur qu'aux bagnoles. La C-Cobra n'est pas une américaine à proprement parler, puisqu'elle a un châssis anglais. Allez, on va l'exclure parce qu'on en a déjà parlé. Moi, derrière, j'ai évidemment la Ford GT40 qui arrive évidemment tout de suite derrière, mais elle a pour origine une Lola, donc on va dire qu'elle est un petit peu anglaise aussi, la GT40. Bon, la Mustang. Franchement, la Mustang, parce que pour tout vous dire, je viens d'en acheter une. En fait, quand tu achètes une Mustang, tu n'achètes pas tant la voiture en elle-même, si tu veux, parce que les gens ils disent « Ouais, mais c'est tellement moins bien qu'une M3 ». Sans doute, ou qu'une M4 évidemment, mais je pense que pour moi, quand tu achètes une Mustang, tu achètes un petit morceau d'Amérique. Quand tu as ta Mustang dans ton garage, tu es un petit peu sur la route 66, comme ça, tu es un petit peu dans la vallée de la mort, tu es un petit peu sur la route des Keys en Floride. Ça fait partie de ces quelques voitures, et il n'y en a pas beaucoup en fait, qui vont t'évoquer immédiatement quelque chose, sans même parler des qualités de cette voiture. Alors moi évidemment, je préfère les Mustangs des années 60, hein, les premières jusqu'au GT350 et GT500. Mais pour moi en général, même celles des années 80, 80 c'était pas une réussite les Mustangs, 90-2000, on est dans ce qu'on appelle encore le rêve américain. Donc pour moi, c'est la voiture américaine par excellence. La pire bagnole américaine, on pourrait dire facilement le Pontiac Aztek, quoi. Mais la voiture est devenue tellement culte avec Breaking Bad qu'elle en devient forcément attachante. Oh non, t'as eu quand même 2-3 poubelles dans les années 80. Tu pourrais dire même une Firebird si tu veux, parce que c'est une charrette la voiture, mais bon, avec noir, avec le chicken doré sur le capot. Le truc, c'est que c'est ça, c'est que même quand c'est une charrette, c'est des voitures attachantes, donc c'est super compliqué d'être totalement objectif. Je dirais le Pontiac Aztek, mais j'aimerais bien en avoir un quand même. C'est horrible, tu sais, moi je me pose la question quand je m'endors en me disant ok, j'ai le top 5 du garage, tu mets quoi dans un top 5 du garage? Moi je mettrais AC-Cobra, GT40, 037, Alpha 33 Stradale, et le cinquième, c'est horrible parce qu'à chaque fois que j'essaie une voiture dans Automoto, je vais en avoir une après derrière. J'ai fait ça avec la Jeep Willys. J'ai fait beaucoup de sujets autour du débarquement, des véhicules du débarquement. Et forcément, j'ai acheté une Jeep Willys, qui ne sert pas à grand chose finalement, mais t'es content d'avoir une Jeep Willys. Si je devais prendre une voiture tout de suite maintenant, je dirais une AC-Cobra. Oh yeah! DeLorean, évidemment, une MC12 bien sûr. On a eu des trucs pas faciles à prendre en main. McLaren P1, putain pas facile. Hein. Wow, ça c'est un engin. On a eu la chance d'avoir un propriétaire qui est devenu un pote du côté de Monaco qui nous a prêté la sienne. Je lui fais un coucou parce qu'il regardera sûrement l'interview. La P1, parce que j'avais fait la Ferrari peu de temps avant, donc on était un peu dans le même domaine, c'est les concurrentes. La P1, c'est quand même une bête d'engin, surtout au Castellet. J'étais avec le père Beltoise, il m'en a mis des gifles dans la tête pour que je fasse pas n'importe quoi avec la voiture. Mais la P1, ouais, c'était chaud. Je crois que la plus simple des trois, c'était la 918, apparemment, d'après ce qu'on m'a dit. Mais la Ferrari, assez facile, mais la P1, ouais, c'était un truc de dingue. Wow. Je me rappelle d'un essai, celui-là il remonte, avec une Gumpert Apollo. On avait tourné au circuit de la Bresse, et là c'était un engin de dingue. Et là, franchement, la Beltoise, il m'avait mis bien la misère. J'ai pas peur avec Anthony, hein. Franchement, tous les essais qu'on fait, j'ai pas d'appréhension, j'ai vraiment confiance en lui. Mais avec la Gumpert Apollo, ça a été très compliqué. Et je me suis vengé plusieurs années après, où sur le premier tour auto qu'on fait pour l'émission, on est en régularité dans une R8 Gordini. Il me laisse conduire à Albi et Beltoise déteste être passager. Et là, il a morflé. Parce que là, je lui ai mis la misère.